Cette image parle d'elle-même. Trump n'est pas le sauveur tant espéré, mais le potentiel fossoyeur des derniers Palestiniens. Dans le même temps, le journal israélien Haaretz titre « Le démon de l'épuration ethnique a été laissé sorti de sa bouteille en Israël ». Merci à 1000 € sous le matelas et à Julien pour rendre cette vidéo possible. Alors oui, les Gazaouis ont enfin le droit de reprendre leur souffle, compter les morts et retrouver quelques-uns des leurs libérés des geôles de l'occupation, mais pendant que tout le monde focalise sur Musk et son Dodge, que ce soit pour s'en réjouir ou pour chouiner, les colons et les forces d'occupation s'en donnent à cœur joie en Cisjordanie, enchaînant pogroms et destruction de villages palestiniens. Le génocide de Gaza permis par Joe Biden et Kamala Harris a été balayé sous le tapis de bombes. Et ce qui se passe actuellement en Cisjordanie est totalement étouffé par le traditionnel silence médiatique, mais aussi par la politique de l'administration Trump 2.0, définitivement hostile au peuple palestinien. Nous allons le démontrer factuellement et faire le boulot que les dissidents se refusent à faire pour sauver leur récit nécessaire à la rentabilité de leur business. Même si tu es purement égoïste, que le massacre gratuit d'êtres humains te passe par-dessus et que tu ne peux de toute façon rien faire, s'attarder sur ce qui se passe en Palestine est riche en enseignements et devrait retenir ton attention, bien plus que la futile politique française. Premièrement, ce qui se passe là-bas expose, une fois de plus, l'hypocrisie de nos sacro-saintes démocraties droits de l'homiste, une bien-pensance humaniste de surface qui nous rappelle que le mal règne seul en maître sur Terre depuis des millénaires, et ce, peu importe qui prétend lui faire face. Deuxièmement, non petit droitard, soutenir les exactions coloniales d'Israël n'arrêtera pas l'immigration vers ton pays, bien au contraire. Déjà d'une, où sont passés tes grands principes de lourds chrétiens nationalistes, et de deux, parce que la submersion migratoire en question est justement causée par les mêmes types d'exactions commises par ceux dont tu lustres la canne, et dont ton corps leur sert d'urinoir. En 2023, bien avant le 7 octobre, les Palestiniens figuraient déjà en tête des nouveaux demandeurs d'asile sur les îles grecques. Quant au projet de déportation des Gazaouis porté par Trump, il s'aligne parfaitement avec les appels des officiels israéliens pressant les Européens d'accueillir les Palestiniens chez eux. Troisièmement, et c'est tout le sujet de cette vidéo parce que l'enfonçage de portes ouvertes et les droitarderies ça va bien 30 secondes, les actions des dirigeants occidentaux, Trump inclus, dissolvent dans l'acide tous ces narratifs fictifs que l'on gobe docilement, que ce soit dans les médias mainstream ou dans les médias alternatifs qui ne passent leur temps à ressasser leur opposition au premier. La fiction qui consiste à faire croire que Trump est un sauveur censé ramener la paix dans le monde est perverse. Cette image minutieusement fabriquée et implantée dans le crâne de ses fans comme une puce Neuralink a contribué à sa réélection. Désolé de décevoir, mais maintenant qu'il est élu, le sauveur trahit ses discours par des actes qui ne vont pas dans le sens de la paix. À commencer par l'Ukraine. Même si des négociations semblent se profiler, l'homme orange avait promis sûr de lui de stopper la guerre en 24 heures. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo car la situation est encore en train d'évoluer. Et puis de la Palestine. Enfin, de la guerre entre le Hamas et Israël puisque le mot Palestine est banni de l'espace médiatique et ne franchit jamais les lèvres, y compris de ces communicants censés jouer les pacifistes, en fond contradicteur des porte-paroles de Tsahal qui ont le tapis rouge sur BFM TV. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Le narratif pro-Trump voudrait nous faire croire que leur élu va apporter la paix en Palestine et lâcher le criminel Mileikowski. Les Trumpolâtres se tordent mentalement en quatre, si ce n'est pas plus, pour nous expliquer que certes Trump est sioniste, mais que les sionistes en question le détestent. Va comprendre. Surtout quand les faits nous disent le contraire. De l'autre, ses fans les plus aveuglés se plient en 8 voire en 16 pour expliquer que Trump joue avec 11 coups d'avance pour faire plier Israël, et non pas le contraire. Sauf que non. Trump est au contraire le meilleur ami sur qui Israël peut compter. Ce n'est pas un résistant ni un dissident, bien au contraire. Trump n'est pas un glitch dans la matrice. Il est de la matrice. Une autre facette qui dénote des 4 années précédentes, mais une facette tout de même de cet appareil politique. Il faut sortir de sa tête l'idée de Trump le sauveur, sinon la réalité va vous avaler tout cru, que ce soit sur la Palestine, mais aussi sur le Great Reset en cours. C'est difficile et pénible, je sais. Encore plus quand le récit, le héros et l'acteur qui l'incarne sont géniaux. À titre perso, je suis fan du personnage, de ce qu'il incarne, de ce qu'il dégage, mais dans le but de comprendre la direction que prend notre monde, garder un esprit critique envers les personnages et les narratifs construits autour de lui est indispensable. Trump n'est pas là pour disrupter le système comme c'était peut-être le cas en 2016, avant de décevoir. Avec Trump, comme pour n'importe quel politicien, il ne faut pas regarder du côté de ce qu'il dit, mais de ce qu'il fait. C'est basique, mais ça nous donne une vision beaucoup plus proche
de la réalité et des véritables intentions de Trump. À peine réélu, Trump a considérablement augmenté le soutien américain à Israël. Il a levé l'embargo sur plus d'1 milliard d'assistance militaire à Israël, il a signé un décret pour traquer et déporter les étudiants pro-palestiniens non américains qu'il considère comme pro-djihadistes, le cessez-le-feu est surtout en faveur d'Israël et est toujours présenté comme tel. Il permet à l'état colonial de souffler un peu et contenter la population avec la libération de quelques otages. Il n'y a aucune surprise à voir, c'est dans la continuité de son premier mandat, durant lequel il avait déjà reconnu Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël et y a déplacé l'ambassade américaine. En mai 2019, il avait reconnu le Golan, territoire syrien occupé, comme israélien. En 2019 toujours, il avait étendu la définition de l'antisémitisme à celle très controversée de l'IRHA, qui quand on la lit, on comprend que toute critique du sionisme, ou plutôt la moindre empathie pour les Palestiniens, est un acte impardonnable, un acte criminel qui doit être puni. Le free speech, oui, mais seulement pour tirer sur les fameux wokistes qu'on croise jamais dans la rue. Sans oublier son travail colossal pour normaliser les relations diplomatiques entre Israël et le plus grand nombre de pays musulmans possible, comme en témoignent les accords d'Abraham. Je ne fais que dire Trump, mais le président n'est pas tout puissant, ni tout seul maître à bord, c'est une évidence. Ce qu'il faut vraiment observer, c'est l'équipe qu'il a constituée pour son second mandat. C'est là que tout devient limpide, pour ceux dans l'incompréhension, volontaire ou pas, vis-à-vis de la position de l'élu. Car elle se manifeste dans la composition de son propre cabinet, qui ne laisse aucun doute possible. Sur cette photo, nous avons la sainte trinité du sionisme trumpien. Marco Rubio, politicien de carrière, sénateur, nommé secrétaire d'État dans le cabinet Trump 2.0. Nous avons Mike Waltz, quant à lui militaire, conseiller à la sécurité nationale de Trump. Et enfin, Pete Hegseth, ex-militaire, traînant ses casseroles, dirige désormais le Pentagone en qualité de secrétaire à la défense. Ce qui semble surprenant mais qui n'est pas tant que ça en réalité, c'est qu'aucun de ces trois hommes, certifiés pro-Israël, ne sont israélites. L'indépendance et la survie d'Israël doit beaucoup au soutien inattendu de chrétiens évangéliques américains qui, selon la Bible annotée de Scofield, ont le devoir de protéger le peuple dispersé, à savoir les Juifs. Comme nous allons le voir, ce trio, et ils sont loin d'être les seuls, ne se contentent pas de soutenir Israël, comme n'importe quel politicien doté d'un cerveau le ferait. Non. Il semble y avoir un deal entre l'Amérique de Trump et Israël, de la clique Netanyahou. Pour son premier appel avec un dirigeant étranger depuis sa prise de fonction, Marco Rubio s'est entretenu avec Bibi, lui assurant durant l'appel que le maintien du soutien inébranlable des États-Unis à Israël était une priorité absolue pour le président Trump. À l'intérieur, Rubio est aussi strict, appelant à l'expulsion des étudiants étrangers impliqués dans des manifestations pro-palestiniennes. Mike Waltz, lui, affirme que les États-Unis doivent soutenir les initiatives militaires d'Israël, y compris contre l'Iran, principale menace de son allié. Et enfin, le troisième homme sur la photo est un champion dans sa catégorie. Pete Hegseth est un vétéran, plébiscité pour ses positions conservatrices sur Fox News et sa communication envoûtante pour le Trumpisme de base. Il se présente comme chrétien nationaliste et en toute logique, un fervent défenseur de la cause sioniste. Il ne voit aucune raison à ce que le temple ne soit pas reconstruit, en lieu et place de l'esplanade des mosquées et de la mosquée Al-Aqsa. Hegseth affirme que la souveraineté israélienne doit s'appliquer en Judée et en Samarie. Autrement dit, que la Cisjordanie doit être reconnue comme israélienne, et qu'il n'y a rien de tel qu'un État palestinien ni de peuple palestinien pour le constituer. Les trois faucons tiennent également des positions fermes vis-à-vis de la Chine et de l'Iran, des positions qui douchent encore une fois les adeptes aveuglés par la puissance fictive des BRICS contre l'Empire du Milieu. Mike Waltz y voit une lutte existentielle que les États-Unis doivent mener. Et Marco Rubio a la charge de contrer la Chine populaire partout où elle nuit aux intérêts de l'Empire américain, de Panama aux Philippines en passant par la République de Chine. Oui, l'État d'Israël prend de la place dans le lit américain, mais il ne s'est pas accaparé toute la couverture pour lui tout seul. Pour compléter cette trinité de faucons, on pourrait parler de Stephen Miller, chef de cabinet adjoint chargé des affaires publiques, qui avait trouvé la politique pro-génocide de Biden trop molle envers le Hamas, comprendre ici envers la Palestine. On pourrait aussi mentionner Alice Stefanik, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui lors d'une réunion à la Knesset a elle aussi dénoncé Joe Biden pour les mêmes raisons. Elle a salué Donald Trump pour son soutien historique à l'indépendance et à la sécurité d'Israël. Israel has a biblical right to the entire West Bank. And in that conversation, you told me that yes, you shared that view. Is that your view today? Yes. D'ailleurs, Trump a fait sortir les États-Unis du Conseil des droits d'homme de l'ONU par soutien à Israël et compte bien détruire l'UNRWA, l'agence de l'ONU dédiée à l'aide du peuple palestinien depuis 1949. Et puis, soyons fous, encore un pour la route, voici Mike Huckabee, prédicateur évangélique, encore un, et ancien gouverneur de l'Arkansas. Ce cher Mike a déclaré en 2008 qu'il n'existait rien de tel qu'un Palestinien. There really is no such thing as, and I have to be careful in saying this because people will really get upset. There's really no such thing as a Palestinian. That's been a political tool to try to force land away from Israel. Et en 2017 que la Cisjordanie n'existait pas, que c'était la Judée et la Samarie. There are certain words I refuse to use.
There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. L'occupation n'existe pas. Et cet homme qui défend l'idée du Grand Israël vient d'être nommé ambassadeur des États-Unis auprès de l'occupation. Pour l'ambassadeur, et au plus grand bonheur de l'extrême droite israélienne, n'ayant pas honte d'afficher des revendications largement partagées par la population, l'annexion de la Cisjordanie est désormais une possibilité. Mentionner tous les éléments radicalement pro-israéliens prendrait beaucoup de temps. Les liens sont très nombreux entre Israël et l'administration Trump, mais aussi tous les politiciens américains. Mes abonnés israéliens ou sympathisants peuvent sabrer le champagne et dormir sur leurs deux oreilles quant au soutien indéfectible de Trump. Trump est plus que simplement entouré de pro-israéliens dans son équipe. Sa famille est aussi connectée à l'État hébreu. Sa fille, Ivanka, est mariée avec Jared Kushner, qui avait aidé à boucler les accords d'Abraham sous le premier mandat de Trump. Charles Kushner, son père, a été nommé ambassadeur des États-Unis en France. Le père Kushner est un ami de longue date de Netanyahou. Dans les années 90, le fils Kushner devait céder son lit à l'Israélien et dormir au sous-sol quand celui-ci venait. Jared Kushner n'est certainement pas étranger à la détermination de son beau-père à s'accaparer Gaza et à la vider de ses habitants. Dans une interview accordée à Harvard il y a pile un an, le 15 février 2014, Jared a salué le potentiel et la valeur des terrains du front de mer gazaoui. That I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so that you can go in and finish the job. Il a également suggéré d'expulser les habitants pendant qu'ils reconstruisent la bande de Gaza. Vous vous doutez bien que le projet d'un Monaco gazaoui n'est pas censé inclure les Gazaouis en question. Je n'ai pas détaillé tous les éléments de l'administration Trump 2.0 qui sont farouchement acquis à la ligne sioniste de Netanyahou. Mais il est plus que clair que Trump est main dans la main avec son ami Bibi qui lui a offert un pagers doré. Peu importe ce que peuvent dire les entrepreneurs de la dissidence qui ont besoin du personnage Trump pour tenir en haleine leur audience. Je ne jette pas la pierre. Business is business et l'audience réclame aussi sa cuillère de merde. Mais le narratif Trump, le sauveur pacifiste en rupture avec ses prédécesseurs démoniaques, ne correspond pas à la réalité. Réalité qui est terrible pour les Palestiniens dont les souffrances ne se sont pas terminées le 20 janvier dernier. Souffrances qui vont se poursuivre tant que l'occupation demeure. Toutes ces décisions et la composition de son cabinet vont en faveur d'Israël, aussi bien dans sa politique intérieure qu'extérieure. Je ne peux pas m'en empêcher, mais je pourrais aussi vous mentionner la gouverneure Kristi Noem, fraîchement nommée secrétaire à la sécurité intérieure, qui dans son état du Dakota du Sud a signé une loi pour adopter la fameuse définition élargie de l'antisémitisme de l'IRHA, une décision saluée par le ministère israélien des Affaires étrangères Israël Katz, qui ne manque pas de rappeler que la définition assimile la critique du sionisme à de l'antisémitisme. Ce qui est tragique, c'est que Trump est perçu comme un sauveur, alors ce n'est aucunement le cas. Le peuple palestinien ne rentre jamais dans son équation, excepté quand il faut le dégager. Peuple qui de toute façon n'existe pas, selon certains membres de sa clique. Si Trump fait le ménage avec Musk au niveau des finances, des lubies progressistes de George Soros et de l'économie nationale américaine, c'est bien. Et je suis heureux pour le petit peuple américain. Maintenant, les brigitologues, calmez-vous. Il ne fera pas tomber Macron, ni les dirigeants européens, ni quoi que ce soit. Il possède déjà un levier sur Manu et compte l'exploiter jusqu'au bout. Trump ne va pas vous sauver personnellement de quoi que ce soit. Il n'en a rien à faire du sort des Européens. Et peu importe ce que va dire J.D. Vance à la conférence de Munich, l'Amérique va continuer de faire les poches aux Européens, avec la complicité bien évidemment de nos dirigeants. Comme ses prédécesseurs démocrates et républicains, Trump applique la doctrine Wolfowitz, qui consiste à maintenir de manière unilatérale le leadership de la superpuissance américaine et prévenir l'émergence de tous rivaux. Et cela inclut l'Europe, qui paye le prix de sa stupidité en reversant aux States leur capital financier et leur meilleur cerveau. Enfin bref, beaucoup de mots et beaucoup de salive pour dire que Trump, 45 et 47e président des États-Unis, peut très bien faire basculer le monde dans une nouvelle ère de guerre. Ne vous fiez pas au discours. Fiez-vous à la réalité et au développement de votre conscience pour la percevoir. Je souhaite bien du courage aux Palestiniens pour chasser sur tous les terrains, mais inatteignables dans le temple où réside la conscience. De mon côté, je continue de creuser sur cette administration Trump, sur tous les réseaux qui gravitent autour, sur tout ce qui se passe derrière, parce que ça sent pas si bon que ça. En tout cas, cette vidéo a été extrêmement facile à réaliser grâce à l'honnêteté et à la transparence des médias israéliens et affiliés. Et c'est sans compter le soutien de mes donateurs qui m'aident à distribuer du sens et de l'ordre dans le chaos qui règne chez le français frisant la folie. This clown, Marco Rubio. I've been so nice to him. Mais non!